Deltas, marais, rivières et grandes plaines inondées forment un trait d'union essentiel entre le milieu aquatique et le milieu terrestre. Ces grandes zones humides jouent un rôle écologique vital pour la planète. Dans l'eau comme au sol ou très haut dans la canopée, une flore et une faune exceptionnelles y ont trouvé refuge. Pourtant, vivre dans ces mondes inondés est un défi permanent. Le puissant cycle de l'eau y dicte sa loi. À Bornéo, le sanctuaire de Kinabatangan n'échappe pas à cette fatalité. Les périodes de mousson et de sécheresse s'y succèdent et imposent à ses habitants des conditions de vie extrêmes. Dans cet écrin de chlorophylle, des espèces uniques au monde ont trouvé refuge. Nous sommes au cœur du sanctuaire sauvage de Kinabatangan. Surnommée le cadeau de la Terre, cette région abrite les derniers fragments de l'une des plus vieilles forêts de notre planète, née il y a 130 millions d'années. Située au nord-est de l'île de Bornéo, dans l'état de Sabah, en Malaisie orientale. Cette réserve s'étire sur près de 70 000 hectares. Le long du fleuve qui lui a donné son nom, jusqu'à la mangrove qui borde la mer de Sulu. Kinabatangan, si ce nom claque comme la morsure du crocodile géant qui fréquente ces berges, dans ce monde où l'eau foisonne, c'est bien la vie qui domine. Au fil des saisons, la puissance des moussons, la force des marées d'équinoxe et la vigueur du fleuve ont façonné une grande diversité d'habitats propices à l'épanouissement d'une faune unique. Alimentée par le va-et-vient des marées, la mangrove est un abri de choix pour d'étranges primates. Ces singes nasiques ne se trouvent qu'à Bornéo. Au-delà de ces marécages côtiers, le fleuve est bordé d'étroites prairies ripisylves. Les rarissimes éléphants pygmées y trouvent les herbes hautes dont ils se délectent avant de regagner la protection de la forêt. Les ramifications de ces géants immobiles cachent d'autres animaux en voie de disparition, comme les orang-outans. Mais aujourd'hui, ces fragiles écosystèmes sont menacés par la déforestation. La culture intensive des palmiers à huile ravage peu à peu les derniers bastions sauvages de Bornéo. Le long du fleuve, seuls 27 000 hectares de forêts morcelées résistent encore à cette folle expansion dévastatrice. Nous sommes en octobre, à l'approche de la grande mousson. Le moment où de redoutables prédateurs s'enfoncent dans le Kinabatangan. Aussi à l'aise dans l'eau salée que dans l'eau douce, les crocodiles marins vont profiter des marées d'équinoxe qui poussent la mer jusque dans les méandres du fleuve pour les remonter.
Les plus gros reptiles vivants au monde vont rejoindre leur site de reproduction favori. Ce prédateur peut mesurer jusqu'à 7 mètres et peser près d'1 tonne. Opportuniste, il dévore tout ce qui passe à sa portée, crabes, oiseaux, singes ou même les buffles. À une vitesse de croisière de 3 à 5 km/h, le crocodile d'estuaire va profiter de l'occasion pour étendre son territoire de chasse. En amont du delta, la forêt est parsemée d'étranges et paisibles conformations où la vie foisonne. Ces oxbows, anciens méandres du Kinabatangan, se sont détachés du cours d'eau et forment désormais autant de petits lacs. Le long de leurs eaux dormantes, sur un sol épais et riche en matière organique, les arbres prospèrent mieux. Ils sont plus imposants que ceux ancrés sur les rives du fleuve. Particulièrement bien adaptés aux variations du niveau de l'eau, les Malothus muticus verront bientôt leurs racines englouties. La vie s'est installée à tous les étages de ce monde vertical. Avant d'avoir à affronter les caprices du ciel, certains risquent une furtive escapade terrestre. Une opportunité à ne pas manquer pour les varans et autres lézards à l'affût. Beaucoup plus haut dans la canopée, certains mammifères ont développé d'étonnantes capacités pour se déplacer. Ils peuvent planer comme l'incroyable écureuil volant. Une stratégie efficace qui lui évite de poser pied à terre lorsque le sol disparaît sous les eaux. Perché à plus de 30 mètres de hauteur, l'orang-outan peut lui aussi jouer aux équilibristes. Celui que les Malais ont baptisé l'homme de la forêt est doté de mains, de pieds et de bras démesurés qui lui permettent de se déplacer tranquillement au gré de la maturation des fruits. Fin octobre, lorsqu'ils se font plus rares, il doit se contenter de jeunes pousses ou du feuillage abondant que lui offre son habitat. En novembre, les vents du nord-est annoncent l'arrivée de la grande mousson et de ses pluies diluviennes. Bientôt, les eaux du fleuve envahiront tout le sanctuaire, engloutiront les racines de la mangrove et s'infiltreront dans chaque parcelle de cette vaste zone humide. Jusqu'en février, les pluies incessantes vont bouleverser les habitudes. En une journée, les précipitations peuvent atteindre 100 mm. Pour le singe nasique, comme pour les autres espèces qui vivent ici, l'activité se réduit considérablement. Il n'a fallu que quelques jours pour que le fleuve et ses affluents débordent. Les précipitations sont 7 fois plus importantes que pendant la saison sèche.
La monotone litanie de la mousson est parfois interrompue par une soudaine éclaircie. Les vents de nord-est chargés de l'humidité de la mer faiblissent. Cette femelle crocodile s'est installée au calme d'un bras isolé du fleuve lorsque les pluies sont apparues. Elle a enfoui une soixantaine d'œufs dans un nid qu'elle a creusé sur la berge avant de le recouvrir de feuilles. Elle restera à l'affût pendant toute la période d'incubation, prête à fondre sur les intrus. Même sous l'eau, la moindre vibration suspecte déclenchera une réaction immédiate. Si tout se passe comme prévu, le niveau de l'eau sera au plus haut au moment de l'éclosion. Les petits crocodiles auront ainsi peu de chemin à parcourir pour se réfugier dans la rivière. L'accalmie a été de courte durée. Le choix de cet emplacement peut se retourner contre la nichée. Le cours du fleuve qui ne cesse d'enfler pourrait noyer le nid. Après plus de 2 mois d'intenses précipitations, l'eau fait entièrement corps avec la terre, la mer et les forêts. Près des côtes, la mangrove reçoit les flots chargés de limon charriés par le fleuve. Ces riches nutriments alimentent les micro-organismes présents dans les vasières. Selon un tempo parfaitement orchestré, les anablèpes, d'étonnants poissons marcheurs et les crabes viennent se ravitailler à marée basse. Une aubaine pour le martin chasseur à collier blanc. Le retour de la marée est imminent. Il est temps pour le crabe violoniste de regagner sa loge. À son tour, la faune sous-marine va pouvoir profiter du festin. Pour des centaines d'espèces, la mangrove est avant tout une gigantesque nurserie. Les plus petits peuvent s'y développer à l'abri des prédateurs dans une eau limpide, protégée par l'enchevêtrement de racines. Si la vie abonde au pied des palétuviers, elle n'en est pas moins riche à leur cime. Les singes nasiques squattent les étages supérieurs de la mangrove. Ils font partie des très rares mammifères à s'être adaptés à cet environnement saumâtre. Affublé d'un nez pouvant mesurer jusqu'à 21 cm, le Cyrano de l'Asie est censé séduire ainsi ces femelles au gracieux nez en trompette. Son estomac lui permet d'assimiler des aliments que d'autres primates ne tolèrent pas. Dans ce système digestif qui pèse le quart de son poids, les bactéries viennent à bout de la cellulose et des toxines présentes dans les feuilles des palétuviers.
Véritable casse-cou, ces voltigeurs n'hésitent pas à se jeter dans le vide pour passer d'un arbre à l'autre. Les crues n'ont finalement pas eu raison de la précieuse couvée. Au bout de 80 jours environ, les premiers bébés font enfin leur apparition. Après d'intenses efforts pour percer les coquilles, les petits vont devoir au plus vite gagner la rivière pour se mettre à l'abri des oiseaux et des prédateurs et trouver les crustacés dont ils vont se nourrir. Survivre aux premiers jours de leur naissance est une prouesse. Moins de 10% d'entre eux atteindra l'âge adulte pour devenir les créatures les plus redoutées du Kinabatangan. Début février, alors que le fleuve a atteint son plus haut niveau, les terres émergées sont devenues rares. Certains animaux vont se retrouver coincés sur de petits îlots, coupés de tout. Marc Encrenaz sillonne les derniers sentiers encore praticables du sanctuaire. Depuis 15 ans, ce vétérinaire œuvre pour la protection des orang-outans. Avec le docteur Isabelle Lachmann, il a créé un programme pour leur sauvegarde, en collaboration avec les habitants de la région. Super. On voit ça souvent quand il pleut fort, là, comme actuellement pendant la mousson. Ils construisent un toit, juste pour s'abriter de la pluie. Et quand il pleut fort, et de temps en temps ici, il peut pleuvoir 2, 3, 4 jours d'affilée, les orang-outans parfois restent dans leur nid 2, 3, 4 jours. Dès que la pluie s'arrête, là, ils vont sortir de leur nid, ils vont aller chercher à manger. Donc, nous sommes ici dans une forêt où tous les grands arbres ont été coupés, une forêt qui est dégradée, fragmentée à cause du développement de plantations de palmiers à huile. On a des animaux qui vivent dans des îlots forestiers, séparés les uns des autres à cause du développement agricole. Le gros problème qu'on a dans la Kinabatangan, c'est ce qu'on appelle la fragmentation de l'habitat. Pendant la saison des pluies, quand le niveau des eaux monte, certains orang-outans se retrouvent complètement isolés dans ces petits îlots forestiers qui sont inondés. Les orang-outans ne savent pas nager, ce qui veut dire que dans certains cas, certains animaux se retrouvent piégés en fait dans des îlots de 2, 3, 4 arbres. Si l'inondation n'est pas longue, l'orang-outan peut attendre. Si par contre les inondations durent 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ces orang-outans-là ont vraiment très peu de chances de survie parce qu'ils ne peuvent plus trouver à manger et ils sont coincés dans leur arbre. On a vu de temps en temps certains orang-outans essayer de descendre et de traverser l'eau. Certains y arrivent, certains vont se noyer. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a des crocodiles dans le coin. Donc c'est aussi
potentiellement une source de menace. Les palmiers à huile sont des plantes qui ne sont pas adaptées aux zones inondables. Pour minimiser les dégâts de la montée des eaux, ce que font les plantations, c'est de créer des drains pour essayer d'évacuer l'eau en surplus. Donc tous ces drains en fait convergent vers la Kinabatangan, vers la rivière principale. Quand on a des drains qui traversent une forêt, ça peut créer une barrière qui est impénétrable pour les animaux, pour les orang-outans par exemple. Donc si on fait un drain qui est assez large et que les arbres ne peuvent plus faire un pont naturel, les orang-outans ne peuvent pas passer le drain. Si ces connexions n'existent plus, les orang-outans se retrouvent isolés. La fragmentation de l'habitat et le manque de corridors de circulation entraînent la mort de nombreux animaux durant les grandes inondations. Les moussons favorisent néanmoins la régénération du sanctuaire. C'est la période où le fleuve et ses affluents essaiment dans toute la forêt les sédiments qu'ils transportent. Fin février, les alizés qui apportent les pluies s'essoufflent doucement pour laisser place à une brève période d'accalmie. Elle ne durera que quelques semaines. Le long des cours d'eau apaisés, les berges révèlent de nouvelles ripisylves, des rubans de végétation qui forment un corridor biologique. Au mois de mars, avec la décrue, les éléphants pygmées de Bornéo peuvent enfin rejoindre ces nouveaux pâturages. Pour eux, cette saison est celle de l'abondance. Durant quelques semaines, ils vont pouvoir se gaver des roseaux et des herbes hautes dont ils raffolent. En ingurgiter plus de 150 kilos par jour. Les plus petits éléphants de la planète mesurent 2,50 m maximum au garrot, alors que leurs cousins africains peuvent les dépasser de plus d'1 mètre. Farouches et sensibles aux morsures du soleil, ils évitent de s'éloigner trop longtemps de la forêt. En l'absence de précipitations sur toute la région, la décrue s'accélère. Il a suffi de quelques jours pour que les forêts inondées se vident. Cette maman et son bébé sont des naufragés des cimes. Piégée sur le territoire des hommes par les inondations, elle n'a trouvé aucune branche pour passer au-dessus des routes submergées qui la séparaient de sa forêt. Amaigrie, à bout de force, elle doit trouver les fruits qui pourront la revigorer et ainsi sauver son petit. Pour parfaire son éducation, il devra rester auprès de sa mère en moyenne 10 ans. Cet apprentissage indispensable lui permettra de distinguer les 300 variétés de plantes dont il pourra se nourrir. Ils étaient plus de 10 000 au début du XXe siècle. Aujourd'hui, on n'en compte plus que 800.
la population d'orang-outans du Kinabatangan vit peut-être ses derniers moments. Chaque strate de ce millefeuille végétal qui se dresse vers la lumière héberge plusieurs centaines d'espèces de plantes et une myriade d'animaux. Avec le reflux, les petits invertébrés peuvent abandonner les étages supérieurs de la forêt. Ils se réapproprient peu à peu le sol. Mais sur la terre ferme, même au sec, tout peut arriver. Voilà l'innocent responsable de ce lancer de projectiles. En ce début de saison sèche, cet orang-outan n'a plus besoin de parcourir plusieurs centaines de mètres par jour pour se nourrir. Les arbres regorgent de fruits mûrs. Pour le plus grand mammifère arboricole au monde, cette période faste ne durera malheureusement qu'un temps. Non loin retentissent les cris de l'aigle de Wallace. C'est la saison des amours. Leur nid accueillera bientôt un œuf unique, ce qui rend cette espèce extrêmement vulnérable. Aucune averse, pas la moindre ondée depuis plusieurs jours. En l'absence de boue pour protéger leur peau des parasites, les éléphants n'ont désormais d'autre choix que de prendre des bains de poussière. Au cœur de la forêt, les points d'eau se raréfient. Les pachydermes devront bientôt quitter la protection de la forêt pour trouver les 100 litres d'eau dont ils ont besoin quotidiennement. En avril, les vents chauds du nord-est assèchent les derniers points d'eau. Les oxbows se vident. Les animaux vont peu à peu se concentrer autour du fleuve. Une situation qui n'échappe pas à cet énorme saurien. Pour les loutres cendrées, la vigilance est de mise.
D'autant qu'une bande de primates convoite aussi la fraîcheur de ces rives et compte bien leur chercher des noises. Ce sont des macaques crabiers, de petits singes surexcités qui pullulent à Bornéo. Ces opportunistes se déplacent en gang d'une soixantaine d'individus capables de s'approprier n'importe quel environnement. Ce n'est forcément pas du goût des loutres. Les macaques ont appris à s'en méfier. Contrairement aux apparences, elles possèdent une mâchoire extrêmement puissante et des dents acérées. Pas question pour elles de céder du terrain. Elles ont eu assez de mal à y creuser leur terrier. Les macaques sont priés de déguerpir. Ce tronc d'arbre est une limite à ne pas franchir. Bien au-dessus de toutes ces disputes, cette femelle d'un certain âge est accaparée par une tâche qu'elle renouvelle quotidiennement. Avec une extrême minutie, elle se prépare à un nid douillet. Les macaques crabiers, de leur côté, profiteront de la fraîcheur du cours d'eau jusqu'à la tombée de la nuit. Perchés très haut dans la canopée, bercés par la douceur de la brise qui règne sur les cimes, cet orang-outan ne craint aucun ennemi. De jour en jour, la sécheresse s'intensifie. Phénomène inhabituel pour cette zone équatoriale, il n'est pas tombé la moindre goutte depuis 3 semaines. Le niveau du fleuve diminue drastiquement. « 300 éléphants vivent ici. Pour eux, boire et se rafraîchir est devenu une priorité. Rarement ils ne s'étaient réunis en aussi grand nombre.
L'eau réhydrate les pachydermes, mais elle leur permet également de noyer les parasites qui infestent leur peau. Ils sont tous là. Regarde ça, ils sont tout excités. Après 2 jours passés dans la forêt, on peut voir comme ils sont contents quand ils aperçoivent de l'eau. Le temps a été particulièrement sec ces jours-ci. Regarde, il y a Ita, Mibi. Tous les éléphants auxquels j'ai mis un collier émetteur sont là. C'est incroyable. Farina Otnan est doctorante à l'Université britannique de Cardiff. Au centre de Danaouguérang, elle étudie le comportement des éléphants depuis 4 ans. C'est un clan uni. Quand plusieurs familles se réunissent ainsi pour former une grande harde, c'est qu'ils sont unis par de solides liens. L'eau est très importante pour les éléphants. Elle agit comme un système de refroidissement en abaissant la température de leur corps. On sait grâce à plusieurs études scientifiques que les femelles adaptent leur déplacement pour se trouver toujours proches des sources d'eau. Pendant la saison sèche, ils doivent aller plus loin pour trouver les ressources en eau dont ils ont besoin. Alors que pendant la saison des pluies, ils sont plus sédentaires car tout est inondé. Ils aiment l'eau, mais ils n'y restent jamais très longtemps. Dans le Kinabatangan, il y a environ 300 éléphants. C'est très peu. On doit faire tout notre possible pour les protéger, pour que les générations futures puissent continuer à les observer à l'état sauvage. À Sabah, nous avons augmenté le niveau de protection des éléphants de Bornéo. Ils font désormais partie du programme numéro 1, ce qui veut dire qu'on ne peut plus les tuer. Ces 30 dernières années, la déforestation a modifié les écosystèmes et le climat de la région. Les longues périodes de sécheresse sont devenues plus fréquentes. C'est la période de reproduction pour le Kalaopi malais. Ce couple fidèle restera ici pendant 3 mois, jusqu'à ce que les oisillons aient atteint leur autonomie. Fin mai, une petite mousson de moindre force arrive du sud-est. Elle va donner un nouveau souffle à la forêt. Le varan malais n'a qu'une préoccupation: terminer sa digestion sans être dérangé. Ce grand lézard semi-aquatique est indifférent aux questions d'humidité. Les nasiques, quant à eux, n'ont pas peur de mouiller leurs pieds semi-palmés pour récolter quelques graines dans la mangrove.
Les averses qui déferlent en amont, même de courte durée, ont rendu toute sa puissance au fleuve. Pour éviter de se retrouver cernés dans les zones inondables, les éléphants doivent régulièrement traverser le fleuve. L'éléphanteau ne possède pas encore l'expérience de ses aînés. Il n'est âgé que de quelques semaines. Sa relative légèreté est un handicap face à la force du courant. Mais il peut compter sur la solidarité des femelles qui n'hésitent pas à lui porter secours. De nombreux éléphanteaux périssent chaque année, emportés par les courants du Kinabatangan. Indifférent à ce qui se joue au sol, un milan passe à l'attaque. La chasse aux chauves-souris se poursuivra une bonne partie de la nuit pour le rapace. Début juillet, alimenté par les pluies qui continuent de se déverser en amont, le fleuve et les rivières ne cessent de gonfler. Dans les mangroves, le retour du beau temps réveille les ardeurs du mâle dominant. La tête un peu pincée et le nez retroussé, les femelles affichent clairement leur disponibilité. Mais il lui sera difficile de contenter toutes les prétendantes de son harem. Sur ce territoire fragmenté, la harde a fini par s'égarer aux portes d'une plantation de palmiers. Au fil des ans, la place accordée à la vie sauvage s'est drastiquement réduite. Les plantations de palmiers à huile poursuivent inexorablement leur expansion et compliquent le quotidien des animaux. Pour le gouvernement malais, cette ressource est l'un des moteurs de la croissance économique. 11% de la richesse du pays est assurée par ce secteur qui nourrit plus de 500 000 familles. Pour les éléphants, le mal est fait. Cette situation constitue une réelle menace pour la survie de l'espèce.
Farina Outnan suit en permanence les individus porteurs de colliers émetteurs. Il n'y a pas assez d'espace dans ces forêts durant la saison des pluies, parce que la majeure partie du sol est recouverte d'eau. Donc les éléphants vont dans les plantations de palmiers à huile, où le sol est plus haut. Mais cela peut provoquer des conflits entre les hommes et les éléphants, et l'issue est rarement en leur faveur. En fait, ils se comportent différemment lorsqu'ils sont dans les plantations. Ils forment de plus grands groupes. Plus il y a d'individus, plus ils se sentent en sécurité. Mais cela modifie leurs activités durant la journée. Ils vont passer moins de temps à se nourrir et plus de temps à surveiller leur environnement, parce qu'ils ne se sentent quand même pas complètement en sécurité. Et puis, il peut y avoir un problème avec l'eau. Ça peut être très dangereux, très risqué pour eux, surtout pour les plus jeunes. L'eau peut contenir des engrais pour les arbres. Ça peut affecter la taille des organes internes des éléphants, notamment leur cœur. Ça n'a pas beaucoup d'incidence à court terme, mais à long terme, s'ils passent trop de temps dans les plantations, ils peuvent mourir empoisonnés. Les cultivateurs voient d'un mauvais œil l'intrusion de ces mastodontes qui dévastent tout sur leur passage. Tous les moyens sont bons pour les faire déguerpir. Un stress supplémentaire pour ces animaux désorientés, contraints de chercher des issues pour atteindre des zones sauvages préservées. Comme pour les orang-outans, le patrimoine génétique de ces populations d'éléphants de plus en plus isolées géographiquement s'appauvrit aussi rapidement que leur environnement. Les cultivateurs doivent s'accommoder de la présence inopinée de ces pachydermes. La supporteront-ils encore longtemps ? Les animaux égarés dans ce qui fut leur royaume ne retrouveront leur forêt qu'au gré des futures décrues. Ainsi, au rythme des saisons, se perpétue le cycle de l'eau à Kinabatangan. Pendant le reflux, les eaux du fleuve chargées de nutriments vont à nouveau nourrir les mangroves qui bordent la mer de Sulu. Par la richesse biologique qu'elles abritent et les fonctions naturelles qu'elles remplissent, les grandes zones humides constituent un patrimoine naturel exceptionnel. Mais ces sanctuaires sauvages sont fragiles. La déforestation et la fragmentation des habitats constituent désormais la principale cause d'extinction des espèces dans le monde.